10. GLS go for main engine start. T-minus 6, 5, 4. We have main engine start. 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Columbia on a life sciences mission for Earth and space. Houston's now controlling. 3 good engines at 100%. Altitude 115,000 feet, downrange distance 18 nautical miles. Altitude now 222,000 feet, downrange 48 nautical miles. T-minus 10 seconds. 9, 8, 7. Go for main engine start. 3 main engines up and burning. 3, 2, 1, 0, and liftoff of the Space Shuttle Discovery and the Upper Atmosphere Research Satellite, opening a new era studying the Earth's environment from space. Roger, roll, Discovery. Mission Control Houston now controlling the flight of Discovery. Eh bien, ce que je vais vous dire est le résultat de mon analyse en tant que physicien et scientifique et en tenant compte de toutes les données disponibles. En l'occurrence, j'ai commencé mes recherches en supposant qu'il s'agissait de particules de glace et en essayant de vérifier cette version, d'y apporter des preuves. Mais avec tous les éléments que j'ai pu rassembler, je me suis aperçu qu'il s'agissait d'une position intenable. Partant de là, les solutions ne sont pas si nombreuses. Les météores ne changent pas de direction, pas plus que les débris ou que les satellites. Les objets sont clairement au-dessus de la zone d'ionisation. Ils bougent dans l'espace. Pour moi, il s'agit d'engins spatiaux. Il n'y a pas d'autre explication. Vous avez, je crois, analysé le film de la mission NASA STS-48. Oui, tout à fait. Pourquoi s'appelait-elle comme ça? Parce qu'il s'agissait de la 48e mission? Je ne suis pas vraiment tout à fait sûr. C'est peut-être la 48e mission, mais elles ne se suivent pas forcément dans l'ordre. Alors je trouve cela un peu déroutant, mais je suis sûr qu'il y a une bonne raison à ça. Sur ces images, on dirait des particules de glace qui ressemblent à des engins. Est-ce qu'il s'agit d'engins contrôlés par une intelligence? Eh bien, ce que je vais vous dire est le résultat de mon analyse en tant que physicien et scientifique et en tenant compte de toutes les données disponibles. En l'occurrence, j'ai commencé mes recherches en supposant qu'il s'agissait de particules de glace et en essayant de vérifier cette version, d'y apporter des preuves. Mais avec tous les éléments que j'ai pu rassembler, je me suis aperçu qu'il s'agissait d'une position intenable. J'ai 4 preuves différentes qui sont pour moi concluantes, qui montrent que ces objets ne sont pas des particules de glace. Et donc je trouve assez dur de défendre cette position quand on va au fond du problème et qu'on analyse les choses scientifiquement et avec des calculs. Bien sûr qu'on peut parler d'un point de vue général et qualitatif de leur aspect. Et peut-être que ce sont des particules de glace. Et on a vu dans le passé des particules de glace et toutes sortes de choses. Mais quand on se met vraiment à aligner des chiffres, moi, je ne peux en aucun cas l'affirmer. Si j'étais un scientifique de la NASA et qu'on me confie cette tâche de prouver que ces objets sont des particules de glace, je serais obligé d'aller trouver mes supérieurs et je dirais « C'est absolument impossible, j'ai échoué, je ne peux pas le faire. » Et les éléments dont je dispose laissent fortement penser que cela ne peut pas être des particules de glace. Mais s'il ne s'agit pas de particules de glace, alors quelles sont vos conclusions? Ça ne laisse pas énormément de possibilités. Quelqu'un a dit que ce sont de minuscules poussières. Je crois que Bob Lazar aurait dit, c'est aussi un physicien, il aurait suggéré que ce pourrait être de toutes petites poussières autour de l'objectif. Cette thèse n'est pas acceptable parce que la mise au point était faite sur l'infini. Donc toute poussière serait totalement invisible. Et ça c'est forcément vrai parce qu'à la fin de la séquence, la caméra pivote vers le bas, sur le côté de la soute. Et on voit que c'est complètement flou.
Puis la caméra fait le point et tourne vers l'avant. Donc le point était sur l'infini, et l'idée de particules près de la caméra, ça ne marche pas. Cette thèse n'est pas recevable, et tout ça ne laisse pas énormément de possibilités. Des météores ne changent pas de direction, pas plus que les débris ou que les satellites. Ce sont en fait des espèces de vaisseaux spatiaux. En dehors de l'atmosphère. Au-dessus de l'atmosphère. Certains des objets sont des engins, on peut les voir se détacher sur le fond noir. On peut voir la Terre et la zone d'ionisation. On peut voir les engins évoluer dans l'espace. Ce sont des engins extraterrestres. Il n'y a pas d'autre explication. Mais des particules de glace ne pourraient-elles pas être poussées par les fusées de la navette? Des particules de glace, on pourrait en prélever, vous comprenez, elles seraient toutes proches, car elles seraient dans un vide autour de la navette. Mais à ce moment-là, quand les propulseurs se mettent en marche, elles seraient poussées par les gaz d'échappement. Ça, c'est le scénario proposé par 4 scientifiques de la NASA. C'est une explication possible si l'analyse tient. Si elles sont loin de la navette et de l'atmosphère, alors il n'y a absolument aucun moyen de les manœuvrer, à moins qu'il n'y ait une espèce de vaisseau spatial, dirigé soit par quelqu'un de l'intérieur, soit à distance. On ne peut pas le savoir. Mais une fois qu'on a prouvé que ce ne sont pas des particules de glace, il n'y a plus énormément de possibilités. Ce sont forcément des vaisseaux spatiaux. Venons-en maintenant à vos travaux spécifiques sur ces images. D'accord. Récemment, j'ai travaillé sur le vol de la navette et sur cet enregistrement dont vous avez parlé. Nous avons quelque peu évoqué les circonstances. On m'avait transmis une copie des images, mais peut-être qu'un peu plus d'infos sur les circonstances serait utile. Je suis passé à l'émission Sightings, comme je vous l'ai dit. Et après l'émission, j'ai été contacté par des gens dans tout le pays pour des raisons diverses. Un certain Michael Mucker-Heide, physicien spécialiste des lasers, qui dirige un laboratoire de laser dans un hôpital, l'hôpital Sainte-Marie de Milwaukee, m'a appelé et m'a fait rencontrer le professeur Darrell Seeley, professeur de physique et chimie à la Milwaukee School of Engineering et physicien spécialiste des lasers. Et lui, à son tour, m'a fait rencontrer un groupe de microbiologie de l'université de Milwaukee, Wisconsin. Vous vous demandez peut-être ce que la microbiologie a à voir avec le film de la navette. Eh bien, ils ont accès à des logiciels qu'on ne trouve pas dans le commerce et dont ils se servent pour analyser des vidéos de toutes petites minuscules créatures qui se baladent dans le lac Michigan. C'est l'idéal pour ces petites particules, parce qu'on peut procéder image par image, avec une grille qu'on pose sur l'écran, de sorte qu'on peut localiser l'objet, cliquer sur la souris et avancer d'un trentième de seconde. On retrouve l'objet, on clique et on peut ainsi suivre la trace de l'objet. Finalement, on obtient des données qui permettent de faire un graphique. Et ensuite, je ne sais pas si vous voulez tous les détails techniques, mais c'est ce que nous avons dû faire. On prend un dérivatif numérique et on obtient un graphique vitesse-temps. Et puis j'ai eu la possibilité de faire quelque chose que je crois vraiment unique et qui m'aide beaucoup pour obtenir des données supplémentaires. On a un écran de télévision en 2 dimensions. Donc tout ce qu'on voit réellement en apparence est à gauche ou à droite, ou en haut ou en bas, mais j'ai pu extraire tous les mouvements libres, gauche-droite, haut bas, en profondeur en faisant un transfert à partir de l'angle de vue qu'on a en partant du centre vers la droite ou la gauche. Et j'ai donc pu calculer la vitesse en 3 dimensions de ces objets. Je peux donc réellement tracer leur parcours avant et après. Et cela m'a permis d'arriver à la preuve dont je dispose maintenant. C'est capital pour mon analyse. J'ai maintenant 4 preuves qui me semblent assez concluantes. Pour moi, chacune est concluante en elle-même et prouve que ces objets ne sont pas des particules de glace. Voulez-vous que nous parlions de ces preuves? Nous pouvons en parler et atteindre tous les niveaux de technique que vous voudrez. Mais en même temps, je ne pense pas que ce sera très difficile pour les gens de saisir globalement ce qui se passe. À un moment donné, nous devrions peut-être simplement regarder la cassette. Je vous montrerai certaines choses et nous pourrons continuer à partir de là. Voilà ce que nous cherchons quand nous regardons simplement la vidéo. Ici, il y a une ligne qui est en fait la zone d'ionisation. On pourrait la confondre avec l'horizon, mais elle est en fait entre 60 et 90 km au-dessus de l'horizon. L'horizon, ce sera une très légère ligne qui apparaît juste à cet endroit. Alors, il y a plusieurs objets qui nous intéressent. Il y en a 2 là en bas qui ne sont pas grand-chose. Ils descendent et j'ai fait une croix à l'endroit où le flash se produit.
Celui-ci continue simplement. Celui-ci continue. Celui-là remonte d'un coup et flotte vaguement avant de disparaître. Donc il n'a rien de très significatif pour ce qui nous intéresse. Nous avons un objet lent qui dérive très lentement, puis il y a le flash, et il remonte vers le haut et à gauche. Nous avons un objet rapide qui s'introduit ici dans l'ensemble, et au moment du flash, il réagit en allant vers le haut et à gauche, comme si vous voulez bien laisser votre imagination vagabonder, comme s'il voulait rencontrer celui-là qui remonte. Et ça, c'est bien sûr l'objet qui nous intéresse principalement. Il apparaît au-dessous de l'horizon, de ce côté-ci de la Terre. Donc malheureusement, nous ne pouvons pas le placer sur l'horizon. Et puis il remonte, et au flash, il réagit en allant vivement en haut vers la droite, là. 3 secondes plus tard, on voit une traînée qui se déplace à l'endroit où il était. Une deuxième traînée peu après, qui se déplace dans la région où était l'objet lent et l'objet rapide. Et puis ceci, que j'appelle le deuxième objet, se déplace lentement vers le haut pendant un bon moment lors du flash, puis réagit en allant vers le haut et à droite. C'est donc à tout cela qu'il faudra faire attention quand nous regarderons la cassette. Okay, ready? Yeah. All right. Ce que nous allons regarder maintenant, c'est environ 3 minutes du film de la navette avant que tout arrive. De façon à bien sentir comment les choses vont se passer. Vous allez voir des choses, des images magnifiques, de belles lumières. C'est beau, n'est-ce pas? De la lumière et puis quelque chose va se produire ici. Je ne sais pas ce que c'est, là. Voilà approximativement la zone où tout s'est déroulé. On dirait une ville ou quelque chose comme ça. Ça, c'est l'extrémité de la zone d'ionisation. Et l'horizon est juste là. Si vous regardez bien, vous le verrez. L'horizon de la Terre est en fait là. On voit l'étoile qui descend dans la zone d'ionisation. Là, c'est l'horizon maintenant. Et elle disparaîtra en atteignant la surface de la Terre. Et vous voyez le flash. Nous allons regarder les événements comme ils se produisent, puis nous regarderons encore 1 minute, et ensuite la caméra fera un panoramique vers le bas. Nous verrons le côté de la navette, puis elle zoomera vers l'avant. C'est comme ça que j'ai pu localiser la caméra, savoir quelle caméra était en service. Là, nous avons un peu de son. Maintenant, il va y avoir un des objets qui nous intéresse. Nous ne sommes pas encore tout à fait prêts. Nous allons simplement regarder la navette. Mais quand la caméra pivote vers le bas, il est important de le remarquer, vous verrez que la mise au point n'a pas changé. Et vous verrez quand elle pique vers le bas et qu'on voit le côté de la soute que tout est flou parce que la mise au point a été faite sur l'infini, ce qui est très important pour nous. Maintenant ça commence et les choses ne vont pas tarder à se produire. Voilà l'objet numéro 2 qui remonte et qui passe comme ça. Ça, c'est quelque chose que nous devons observer. Il surgit un peu plus tôt. Il y a encore un drôle d'objet là en bas. Mais vous remarquerez que celui-là ne fait que grimper doucement, ici. Et vous en verrez quelques autres qui dérivent là-bas. Et en voilà un. Celui-là ne nous intéresse pas beaucoup. C'est celui qui était là-bas et ensuite il s'en va. Mais voilà de nouveau l'objet numéro 2, vous voyez? Et voilà l'objet lent, celui que j'ai appelé lent. Et regardez celui-là qui s'en va. Voilà un des deux qui descendait comme ça. Nous n'allons pas tarder à voir apparaître l'objet principal. Le voilà, il est juste là. Il va aller là-bas, il y aura un flash, et il va repartir vers la droite. Il arrive. Ils viennent là, vous allez avoir un flash. Surveillez bien le flash. Il y a le flash, et le voilà qui part. Et voilà la traînée. Et voilà la deuxième traînée, un peu difficile à saisir. On ne l'a pas très bien vu. Voilà l'objet numéro 2. Ce n'est pas très facile de les observer tous en même temps. L'objet rapide, celui-là, je ne l'ai même pas regardé. Mais il est entré, il a traversé. Voilà le lent. Lui aussi, il monte comme ça. Et en voilà encore quelques-uns dont j'ai parlé, qui sont un peu trop rapprochés là pour qu'on puisse les analyser.
Et dans à peu près 65 secondes, la caméra va pivoter et je vous indiquerai comment ça se passe au moment où nous le verrons. Morning, JL. We predict the maneuver to the supply water dump attitude will take about 15 minutes, and in order to start the dump on time, we'd like you to do that maneuver now. We need it to prevent contamination. La caméra est partie. Ces trois objets, regardez-les bien. Ils ne s'éloignent pas du tout les uns des autres. Ils vont rester plus ou moins au même niveau. Ce qui nous indique que l'angle de vue de la caméra ne change pas. Et ils remontent tout en haut là, en restant toujours à la même distance les uns des autres. Les drôles de bestioles. On va en apercevoir encore un là, et puis on verra la soute. Notez bien qu'elle est floue. C'est important, parce que ça veut dire que ça ne pouvait pas être des poussières. Pour l'instant c'est flou, et après ils vont faire la mise au point. Voilà, ça devient net. Donc des petites poussières devant la caméra, ça ne marche pas. Maintenant on va avoir un panoramique, et vous remarquerez que l'angle de vue ne change pas du tout. Il va y avoir le panoramique et vous verrez l'avant de la navette. C'est comme ça que j'ai pu déterminer l'emplacement de la caméra. Et j'ai pu également calculer l'angle. Le nez de la navette est devant. Ça, c'est l'avant de la soute. Vous le verrez un peu mieux dans quelques secondes. Et vous allez avoir une belle image dans une seconde. Le voilà. Voilà l'avant de la soute. Et nous sommes de nouveau là du côté droit. Et c'est là qu'est la caméra. Nous allons regarder à nouveau le moment essentiel plusieurs fois. Voilà l'objet principal qui monte. Cette fois, regardez bien celui-là. Celui-là file vers le haut. Mais regardez comment celui-là réagit au flash. Et il va remonter comme ça, très vivement, en passant tout près du flash. Flash, et il est parti. Traînée. Deuxième traînée. Vous la voyez? Voilà la deuxième traînée, là. Difficile à voir, mais elle y est. Voilà le rapide, voilà le lent. Et nous les regarderons grossir à l'ordinateur dans un instant. Mais on va revoir ça encore une fois. C'est parti, la même chose. Voilà le numéro 2, et voilà celui-là, là. Voilà le principal. Voilà le lent. Vous allez voir le rapide arriver et repartir en flèche. Et le principal va de nouveau laisser sa traînée. Voilà le lent et le rapide. Le voilà. Tout petit bout de rien qui entre de ce côté, flash, et le voilà qui monte. Et voilà la deuxième traînée ici. Maintenant, nous allons voir cette partie-là grossie à l'ordinateur. Et nous allons remarquer des particularités assez curieuses. Les bips du côté droit. Il y a des bips continus, ou bien des impulsions lumineuses. Ça, c'est l'objet lent. Et voilà le rapide. Il ne bip pas vraiment. Il va arriver, celui-ci bip et celui-là bip. Le voilà flash et il remonte. Et celui-là monte. Ça, ce sont les deux qui suivent aussi vers le haut. Celui-là aussi, vous le remarquerez, a une petite lumière qui clignote sur le côté droit. Il ne roule pas. Il ne roule pas comme le feraient des particules de glace. Et maintenant, après ça, nous allons voir l'objet principal. Donc, ils suivent leur trajectoire jusque-là. Ça, ce sont deux objets qui pourraient être intéressants. Des particules de glace, elles rouleraient. Voilà le principal. Ça, c'est juste un grossissement à l'ordinateur. Voilà la basse atmosphère, et il vient par ici et monte en flèche, comme ça. Voyez le flash? Il part et il sort. Voilà la traînée. Ça traverse là et ça sort clairement là. Et ils sont tous venus de cette direction. Celui-là aussi remonte. Vous voyez les voilà. Ça c'est le rapide, voilà. Et c'est à peu près tout. Je crois qu'il est important de noter qu'il y a 4 scientifiques de la NASA à qui on a demandé de regarder cette cassette et de donner leur avis. Et il faut se rendre compte, c'est important, qu'ils ont sûrement fait leur travail et qu'ils l'ont bien fait.
On les a sans doute tirés de leur routine habituelle et on leur a simplement demandé de visionner un film. On ne leur a pas demandé d'en faire une analyse scientifique, écran par écran, ni rien qui ressemble au travail que j'ai fait. Simplement de regarder, de trouver une explication plausible. C'est ce qu'ils ont fait et ils l'ont très bien fait. Et de leur point de vue, au niveau où ils l'ont analysé, je vois très bien pourquoi ils ont pensé ce qu'ils ont pensé. Et si on pouvait pousser un peu plus loin l'analyse, je crois que vous voyez bien que ça ne tient pas vraiment le choc. Je ne pense pas qu'il faille considérer ça comme un conflit, nous contre la NASA. Pas du tout. On peut espérer que les scientifiques de la NASA s'intéressent au problème et que nous sommes tous des habitants de la planète Terre qui cherchons à comprendre ce qui se passe. Et tout scientifique digne de ce nom devrait avoir envie d'étudier ça un peu plus profondément. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Oui, regardons un peu la navette. Où les caméras sont-elles fixées? Voici la navette et voici la soute. Et les portes là s'ouvrent bien sûr. Et il y a plusieurs emplacements possibles pour la caméra. Une possibilité, c'est le centre de la navette, ici. Une autre serait sur le bras qui se déplie. Et ça pouvait être aussi à l'avant. Mais il y en a aussi une à l'arrière, et c'est celle-là dont il s'agit. Elle était environ là, sur ce côté de l'arrière, et elle était dirigée plus ou moins dans cette direction. Dirigée vers le haut, comme ça. Donc si ça c'est le point mort et que l'objet qu'on voit dans le film est là, alors si ce sont des particules de glace, ça veut dire qu'elles volent plus ou moins quelque part par là. Si ce sont des particules de glace. Et celle qu'on voit sur la droite serait un peu plus par là. Mais globalement, la zone concernée se trouve en haut de ce côté de la navette, en allant par là. S'il s'agit de particules de glace, j'ai calculé qu'elles devraient être environ à 30 mètres au-dessus des fusées de correction d'attitude. Ce qui les placerait, la navette fait environ 6 mètres de largeur, à 30 mètres, soit à peu près par là. Donc si ce sont des particules de glace, l'objet principal serait quelque part par là. Il faut bien garder cela présent à l'esprit quand nous chercherons laquelle des fusées de correction d'attitude a pu servir, parce que ça part comme ça. Donc celles-ci sont évidemment hors jeu parce que ça ne peut en aucun cas avoir été celles qui sont à l'avant. Donc les autres possibilités, c'est qu'il y ait d'autres fusées de correction d'attitude par là, de ce côté-là, et la même chose de l'autre côté. Je pense qu'on peut raisonnablement supposer qu'elles seraient placées ici parce que les objets sont là et que celui-là remonte dans cette direction. Donc c'est ce groupe-là qui doit être responsable. Les fusées vont toutes dans la même direction. Elles semblent toutes situées à l'arrière. Ces trois-là montent comme ça. D'autres vont au-dessus, d'autres en arrière et d'autres en bas. Il y a deux sortes de fusées de correction d'attitude sur une navette. Il y a deux sortes de fusées de correction d'attitude sur une navette. Les fusées normales et les fusées Vernier, qui sont beaucoup moins puissantes. Les fusées normales ont une poussée d'environ 870 livres, et les Vernier ont une poussée d'environ 24 livres. Quand une fusée normale s'active, n'importe laquelle de ces fusées normales, la navette elle-même réagit en tournant d'un côté ou de l'autre. C'est à ça qu'elles servent. C'est ça, à corriger l'attitude. Maintenant, mettons tout cela de côté pour l'instant pour nous expliquer un peu plus en détail. Les fusées sont faites pour que la navette fasse ceci, ou ceci, ou ceci, selon qu'on tire celle-là ou une autre, pour modifier la position ou l'orientation dans l'espace. Alors j'ai des chiffres que m'a fournis James Oberg sur le degré de rotation ou l'accélération angulaire que produit chaque fusée de correction d'attitude. Et il se trouve, simplement pour vous donner un peu plus d'informations, qu'il y a 38 fusées de forte puissance et 6 fusées Vernier. Nous en avons déjà laissé 14, plus 2 là, nous avons déjà éliminé celle-là. Mais de chaque côté, il y a encore 12 normales et 2 Vernier ici et ici. Et je sais dans quelle direction celle-là s'active. Mais si on considère l'accélération produite par les fusées de correction d'attitude normale, et vu que le film continue 65 secondes après que l'objet est remonté en flèche, on peut calculer de combien de degrés l'image aurait dû tourner. Et il se trouve qu'il aurait dû y avoir une rotation de 6 degrés environ, ce qui serait nettement visible dans l'image de la navette.
Comme il n'y a aucune rotation de l'image, cela élimine les 24 fusées principales, et ça ne laisse que 2 verniers ici et 2 verniers là. Il faut que je vous montre les images pour vous faire voir à quel point l'image aurait changé du fait de cette rotation. Je vais vous la montrer. Voici un schéma simplifié, sans les objets secondaires. Voici notre objet principal qui arrive. Voilà le flash et il file dans cette direction. Et voilà le numéro 2 dont nous avons parlé, qui arrive et qui file aussi vers le haut, comme ça. Ça, c'est l'extrémité de la zone d'ionisation. L'horizon est là, mais ce qu'on voit, et qui ressemble à l'horizon sur les images, est en fait le haut de la zone d'ionisation. Je vais vous montrer un autre schéma. Ça, c'est ce qu'on a en réalité, et ça, c'est ce qu'on voit pendant toute la durée. Les 65 secondes après qu'il remonte. C'est ici qu'aurait été la zone d'ionisation si l'une des fusées principales s'était activée. Il se serait déplacé de là à là. Et ce n'est clairement pas ce qui se passe. Parce que si nous revenons à la navette, disons que cette fusée de correction d'attitude part dans cette direction. Ça va provoquer une rotation de la navette dans ce sens. Et la caméra tourne aussi. Donc on peut calculer ce qui se passerait. J'ai parlé de 6 degrés. 6 degrés, ça fait ça. Et ça, évidemment, ça se remarquerait. Et ça n'est pas ce qui se passe. Ce qui nous permet d'éliminer 38 fusées. Et il ne nous reste que les 6 fusées verniers. Laissez-moi vous expliquer un peu comment on peut obtenir les 3 composantes de la vitesse, gauche, droite, haut, bas et profondeur, à partir d'un écran de télévision plat. Si vous voulez bien imaginer que nous sommes au-dessus et que nous regardons la caméra. Et vous voyez, la caméra est ici, et elle regarde dans cette direction. Donc le milieu de l'image caméra se situe sur cette ligne. Et quand on regarde dans la caméra, on peut tirer un trait là. C'est là que se trouverait l'écran de télévision. Et quand on regarde dans cette direction, la gauche et la droite sont vraiment à gauche et à droite. Mais regardez ce qui se passe, et c'est là l'idée clé. Regardez ce qui se passe quand on regarde par là. Sur l'écran, et l'image qu'on est en train de prendre. On regarde dans cette direction, et la gauche et la droite deviennent comme ça. Et remarquez que la gauche et la droite comprennent maintenant une partie de la profondeur, la 3e dimension. Et en conséquence, cette information est captée sur le film. Donc, s'il existe un moyen d'extraire cette information du film et de la quantifier, alors on peut obtenir le mouvement en profondeur, en largeur et en hauteur. Je peux aussi faire la même chose en partant des côtés, mais le raisonnement est similaire. Donc, tenons-nous-en là. Ce que je veux dire, c'est que même si l'écran est plat, parce que la gauche et la droite, vues sous cet angle, prennent de la profondeur, cette information existe dans le film. Donc, on peut en tirer toutes les dimensions. Si ce genre de choses vous intéresse, ce que je viens de vous décrire avec des mots, c'est que lorsque nous regardons avec la caméra, nous regardons en coordonnées sphériques. Et nous pouvons ensuite traduire les coordonnées sphériques en coordonnées cartésiennes. Et c'est comme ça que nous obtenons la 3e dimension. Ce sont ces formules qui interviennent là pour la gauche et la droite. Pour la caméra de télévision, l'équation est celle-ci. C'est ce que nous voyons et cela contient les 2 composantes. Là, c'est pour la hauteur, c'est la même chose. Je ne sais pas s'il faut vraiment que nous entrions dans le détail de ce que ces équations veulent dire, mais cela montre comment on peut faire la traduction et obtenir les 3. Vous voyez, là, il y a le X, Vx, Vy et Vz. Donc si on résout toutes ces équations, on obtient les 3 composantes. Et c'est comme ça que ça marche. Et ça vous permet de décrire le mouvement de l'objet en 3 dimensions. Exactement. On n'est plus limité à un écran plat. On sait exactement où vont les choses dans l'espace. C'est ça qui, en fait, résume ce que j'ai réussi à faire. Je voudrais vous montrer quelques graphiques que j'ai faits une fois que j'ai obtenu ces données par les gens qui étudiaient cadre par cadre
la position de l'objet principal. J'ai fait un graphique des positions gauche et droite de l'objet principal en fonction du temps, et voici ce que j'ai obtenu. Ceci est un graphique à grande échelle de ce que je vous montrerai en gros plan dans un instant. Mais il y a plusieurs caractéristiques que nous pouvons remarquer ici, et que nous verrons de plus près dans une minute. Vous voyez cette toute petite queue ici? Ça ne ressemble pas à grand-chose, mais quand on s'approche et qu'on commence à la voir, c'est assez prononcé pour être significatif. Mais le fait que ceci descende et aille vers la droite signifie que l'objet principal sur l'écran se déplace vers votre gauche, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Et si ceci va en haut et à droite, ça veut dire que cela fait marche arrière, et que cela repart en arrière et sur la droite sur l'écran. Et si nous voulons croire que cette chose est une particule de glace, si nous regardons ce graphique, nous sommes face à un très gros problème. Ce que fait l'objet sur cette ligne ne monte ni ne descend, ce qui veut dire qu'il s'est arrêté net sur sa trajectoire, et qu'il s'est arrêté pendant une bonne demi-seconde. On peut se poser la question de savoir quand le flash a eu lieu. Quelque part par là, bien sûr. Donc, si on a le scénario flash, puis les gaz d'échappement, et puis la particule de glace qui se déplace, alors il faut nécessairement une séquence en 3 temps. Il faut qu'il y ait d'abord le flash, puis un certain laps de temps, et puis l'objet doit soit s'arrêter, soit accélérer dans la direction opposée. Il ne peut pas s'arrêter avant le flash. D'accord? Vous dites qu'il s'arrête net? Il s'arrête net dans l'espace pendant une demi-seconde. Et s'il n'y a pas d'explication rationnelle pour cela, un engin ne pourrait-il pas faire cela? Oui, si c'est un vaisseau spatial, il pourrait bien sûr actionner les freins. Mais si c'est une particule de glace, on a un vrai problème. Regardons d'un peu plus près. J'ai marqué là l'endroit où le flash se produit. Et il y a aussi un flash avant qui est un peu dur à voir sur le film original quand on le regarde simplement. Mais les gens de Milwaukee l'ont tiré pour moi. Il y a eu un minuscule flash avant et ensuite le flash lui-même. Et les deux n'ont pas la même durée. Ce sont des données brutes, pas du tout traitées. Voilà l'arrêt, juste là. Le flash d'avant a eu lieu en fait au moment où l'objet bouge vers la gauche. Alors on se demande à quoi rime cette thèse des particules de glace si le pré-flash a arrêté l'objet et qu'il est resté planté là. Donc c'est une fusée qui fait un flash et qui l'arrête. Et après on a le vrai flash qui va ensuite le pousser. Eh bien, premièrement, ce serait une coïncidence extraordinaire que le pré-flash le pousse juste assez pour l'arrêter. Ça pourrait peut-être le ralentir ou le pousser dans l'autre sens, mais si cela se produisait, ce serait vraiment une coïncidence extraordinaire. Mais de plus, en utilisant l'analyse que je vous ai expliquée auparavant, en extrayant les 3 composantes de vitesse, j'ai trouvé dans quelle direction l'objet allait avant le flash. Alors revenons à la maquette de la navette et je vais vous expliquer. Voilà notre navette. Maintenant, dites-moi comment ça pourrait marcher. Si c'est une particule de glace, elle est quelque part par là. Et je peux prouver, avec les méthodes que je viens d'indiquer, qu'avant le flash, avant le pré-flash, elle se déplace comme ceci, dans cette direction. Et si elle s'arrête, c'est forcément que quelque chose la repousse dans cette direction. Manifestement, ça ne peut pas être la navette. Donc, l'explication par le pré-flash ne fonctionne pas. La raison pour laquelle cet objet s'arrête n'est pas due à l'une des fusées de correction d'attitude. Nous avons donc un énorme problème, parce que cet objet s'arrête juste au moment ou juste avant le flash principal. Et si c'est une particule de glace, elle ne peut absolument pas le faire. Et c'est là la preuve numéro 1 que ce ne peut pas être une particule de glace. Donc, si nous ignorons ça et que nous continuons, on ne peut pas vraiment faire ça, mais enfin. Alors, nous pouvons analyser le deuxième objet, et je crois que je vais laisser ce graphique et revenir à l'image originale. Et je vous donnerai la preuve numéro 2 que ça ne peut pas être une particule de glace. La deuxième preuve est sans doute le mieux illustrée par une analogie. Imaginez un instant qu'il y a là une graine de pissenlit qui flotte par là et que je souffle dessus. Si je souffle dessus, elle va directement s'éloigner de ma bouche. Et si je cherche à trouver l'emplacement de ma bouche en étudiant la trajectoire du pissenlit, je dois dessiner une ligne qui passe par son point de départ et qui suit son trajet. Et si je prolonge cette ligne, ma bouche se situe quelque part dessus. Sans parler de ce qui se passe si j'ai 2 pissenlits qui flottent là-bas et que je souffle sur les 2. Alors ils s'éloignent tous les 2 de ma bouche.
Et si je cherche à savoir où est ma bouche, je peux le faire en traçant les deux droites sur lesquelles il se déplace. Et à l'endroit où ces droites se croisent, c'est là que se trouve ma bouche. Donc je peux découvrir où se situe ma bouche. C'est la même chose pour les fusées de correction d'attitude. Quand elles entrent en action, si ces choses étaient vraiment des particules de glace plantées là, alors elles devraient s'éloigner de la fusée de correction d'attitude. Donc si nous traçons leur trajectoire et que nous les prolongeons vers l'arrière, les deux lignes devraient se couper à l'emplacement de la fusée de correction d'attitude. Par contre, nous devons faire une petite rectification pour le deuxième objet, parce qu'il n'est pas tout à fait immobile. Il dérive légèrement vers le haut. Mais nous pouvons nous en rendre compte en prenant la pente de la ligne après et en comparant avec la pente avant. Ce n'est pas si compliqué, mais c'est difficile à expliquer avec des mots. Nous pouvons compenser et retirer ce mouvement supplémentaire et ensuite tracer la ligne, et cela nous donnera la vitesse ajoutée par la fusée de correction d'attitude. Donc si nous traçons ces deux lignes en les prolongeant vers l'arrière, elles doivent se croiser en un point, et ce point doit être l'emplacement de la seule fusée de correction d'attitude qui a pu provoquer tous ces mouvements bizarres. Voici un schéma de ce que je viens de vous expliquer en parlant des pissenlits. Voici notre objet principal qui arrive par là, qui repart comme ça. Nous traçons une ligne le long de cette trajectoire et quelque part sur cette ligne doit se trouver la fusée de correction d'attitude. Ça, c'est le deuxième objet. Ce triangle, avec les calculs que j'ai faits, nous permet de retirer la vitesse qu'il avait avant, c'est le différentiel ici, et de savoir comment tracer la ligne qui commence par ici. Donc, si nous traçons la ligne à partir de là, dans cette direction, ça, c'est la vitesse ajoutée donnée au deuxième objet. Et cela doit nous aider à le suivre et à trouver l'emplacement de la fusée de correction d'attitude. Et il me semble assez évident que ces deux lignes ne se croiseront jamais. Elles divergent même de manière importante. Et si les objets sont poussés par la fusée de correction d'attitude, elles doivent se croiser. C'est donc la deuxième preuve. Ces lignes doivent se croiser et manifestement, elles ne se croisent pas. Il y a autre chose que j'ai évoqué tout à l'heure et que je devrais préciser un peu. C'est que les fusées verniers de la navette s'activent par impulsion de 80 millièmes de seconde. Elles peuvent fonctionner en continu, mais elles doivent fonctionner pendant au moins 1 seconde et jusqu'à 125 secondes si elles doivent fonctionner en continu. Donc les impulsions ou flashs des fusées verniers doivent durer 80 millièmes de seconde. Ceci est une courbe de lumière dont Jeff Seigno, photo-analyste du MUFON, a fait les calculs et le graphique. Vous voyez que cette impulsion croît, puis s'estompe doucement, comme ça. Jeff a corrigé la courbe pour tenir compte de la rémanence, c'est-à-dire le fait qu'un peu de blanc pourrait baver et rester dans le cadre suivant. Il a retiré la rémanence, donc ceci est assez proche de la courbe réelle. Comme vous le voyez, il faut faire les calculs, mais de cette extrémité à celle-là, cela fait 400 millièmes de seconde. Si nous prolongeons celle-là, si nous l'étirons, l'impulsion dure 400 millièmes de seconde, pas 80 millièmes de seconde. Et ce n'est pas comme ça sur la navette. Les impulsions des fusées verniers sont de 80 millièmes de seconde. 80 millièmes de seconde, ça fait à peu près ça. Donc ça devrait monter et redescendre en à peu près ce laps de temps. Et ce n'est manifestement pas le cas. Je ne sais pas si je peux élever cela au rang de preuve à part entière. J'ai parlé tout à l'heure de 4 preuves. J'aurais dû dire que j'en ai 5. Ce qu'on choisit d'appeler preuve est un peu arbitraire, et ça pourrait presque être une preuve en soi. Cette impulsion est presque 5 fois trop longue. La navette ne se propulse pas en impulsion de 400 millièmes de seconde. Le pré-flash aussi dure environ 150 millièmes de seconde, ce qui est 2 fois trop long. Et ça, c'est un autre problème. Là non plus, quelque chose ne colle pas. Venons-en à la troisième preuve, partant du principe que l'objet est une particule de glace. On part d'une comparaison entre la vitesse réelle, calculée à partir du film en mètres par seconde, et ce qui devrait être sa vitesse s'il était tiré par les gaz d'échappement de la fusée de correction d'attitude. Cela implique ce qu'on appelle la force de traînée, et ça fonctionne à peu près comme ça. On prend un objet posé là, et puis il y a l'échappement. Supposons que l'objet est très gros et ne va même pas réagir. Alors l'échappement se produit et passe de part et d'autre et l'objet ne bouge pas du tout.
Le temps que l'objet met à ressentir l'échappement, c'est le temps qu'il faut au gaz d'échappement pour le dépasser. Mais si l'objet est à peine plus petit et que l'échappement est un tout petit peu plus fort, alors en l'atteignant, l'objet va l'entraîner un peu avec lui. Et alors il faudra un peu plus de temps pour que les gaz d'échappement passent. Et ceci continue avec la vitesse constante. Donc l'objet sera tiré et précipité par les gaz d'échappement, tandis que les gaz d'échappement passent. Maintenant, on peut calculer en théorie. Faire le rapport entre le temps pendant lequel l'objet est dans les gaz d'échappement et le temps qu'il faudrait au gaz d'échappement pour dépasser un objet qui ne bouge pas. On prend ce rapport et avec ce rapport, on peut calculer quelle doit être la vitesse de l'objet par rapport au gaz d'échappement quand ils finissent par le dépasser. Et si on regarde les chiffres, l'objet du film accélère pendant 1,7 secondes. La durée de l'échappement est de 0,4 secondes, ou 4 millièmes de seconde. On met tout ça en équation et il se trouve que l'objet devrait aller à environ 98% de la vitesse de l'échappement de la fusée Vernier. Je crois avoir mentionné tout à l'heure que cela fait environ 2700 mètres par seconde. La vitesse réelle de la Vernier à cet angle se situerait sans doute aux alentours de 2800 mètres par seconde. Ce qui place la vitesse de la particule de glace à environ 2750 mètres par seconde, parce qu'elle accélère pendant cette durée. Nous pouvons le calculer à partir des chiffres que nous avons vus sur la vidéo. Les particules de glace devraient se déplacer à environ 2750 mètres par seconde, soit approximativement 10 000 km/h. Maintenant, voyons comment nous allons calculer la vitesse réelle de la particule de glace. Nous avons la vitesse. Il y a 3 composantes, comme nous l'avons vu. Mais la vitesse n'est exprimée qu'en pixels, ou en petits points sur l'écran par seconde, pas en mètres par seconde. Alors voici comment nous situons l'objet. La caméra est là. En la mettant à peu près comme ça, l'objet est à peu près par là. Disons qu'il y a une ligne entre la caméra et l'objet. Et nous ne savons pas où est l'objet. Il pourrait se trouver n'importe où entre la caméra et l'horizon. Donc, quelque part sur cette ligne. Quelque part. Alors, pour déterminer l'endroit où il doit être, s'il s'agit d'une particule de glace, on prend la direction de la vitesse qu'on a trouvée et on vise à partir de la fusée de correction d'attitude, parce que si c'est la fusée qui pousse l'objet, elle doit bien le pousser dans la direction où il va. Voici donc la deuxième ligne. Il y a une ligne là et une ligne là. L'objet se trouve là où les lignes se croisent, ou se croisent presque. C'est comme ça que j'ai découvert où l'objet doit être si c'est une particule de glace. Et il est à peu près juste là, quelque part. Et donc c'est là qu'il est. Une fois qu'on l'a placé là, on peut traduire les pixels par seconde, en mètres par seconde, et savoir réellement à quelle vitesse il va. Alors il y a 2 manières de calculer la vitesse réelle de l'échappement de la fusée. Premièrement, nous savons que l'objet commence à être poussé ou à accélérer à un moment donné. Nous savons quand le flash a lieu. C'est un intervalle de temps. Nous connaissons maintenant la distance entre la fusée et le point. Donc voilà la distance. Comment calcule-t-on la vitesse? On divise la distance par le temps. Si vous parcourez 160 km en 2 heures, quelle est votre vitesse moyenne? C'est 100 divisé par 2, soit 80 km par heure. Donc en divisant la distance par le temps que met l'objet à démarrer, on obtient la vitesse de l'échappement de la fusée. Donc, sachant à quel endroit ces lignes se croisent, nous pouvons entrer les chiffres. Et lorsque j'ai fait ça, j'ai trouvé que la vitesse de l'objet, si c'est une particule de glace, calculée à partir des données du film, devrait être d'environ 1,50 m par seconde. Et nous venons de voir qu'en fait, elle devrait être de 2800 mètres par seconde. Et ces chiffres sont tellement éloignés qu'ils ne sont même pas comparables, de 1,50 m à 2800 mètres. Donc nous avons là, je pense, une preuve très solide que l'objet en question, l'objet principal, ne peut pas être une particule de glace. C'est simplement une question d'ordre de grandeur. Il ne va pas assez vite. Et voilà notre 3e preuve. Donc passons à la 4e preuve qui est un peu plus simple et un peu plus rapide. Il s'agit du calcul de la distance parcourue par les gaz d'échappement et du temps qu'il faut à la particule de glace pour réagir. On peut presque le faire de tête. Par exemple, si vous faites 160 km et qu'il vous faut 2 heures, la vitesse moyenne est de 80 km par heure, 160 divisé par 2.
Ici, c'est la même chose. L'objet est quelque part par là. La fusée vernier s'active. Et nous savons qu'il faut à peu près une demi-seconde avant que l'objet ne commence à accélérer. Si nous partons du principe que le flash provient d'une fusée vernier qui s'active, alors les gaz d'échappement commencent à sortir au début du flash. L'objet attend encore une pleine demi-seconde avant de commencer à accélérer. Ce qui signifie qu'il a fallu une demi-seconde au gaz d'échappement pour arriver là. Et comme nous connaissons la distance à parcourir pour arriver là, la distance est d'environ 20 mètres. Je crois avoir dit tout à l'heure 30, mais en fait c'est plus près de 20. Nous avons donc 20 mètres divisé par une demi-seconde. Ça fait comme 160 km divisé par 2 heures. 20 mètres divisé par une demi-seconde, cela donne une vitesse de 40 mètres par seconde pour les gaz d'échappement. Alors ceci est faux en ce qui concerne les gaz d'échappement. Mais si nous supposons que c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire ce qu'on voit sur le film, alors l'objet doit nécessairement se déplacer à 98% de cette vitesse. Disons pour simplifier 40 mètres par seconde. De toute évidence, on est loin du mètre 50 par seconde que nous avons trouvé tout à l'heure. Donc voilà une quatrième preuve plus simple que l'objet n'est pas une particule de glace. Et si nous résumions les preuves 3 et 4, j'ai encore quelque chose à vous montrer qui complète le tableau. La vitesse de la particule de glace, puisqu'elle accélère pendant 1,7 secondes, puisqu'elle accélère pendant tout ce temps, doit être d'environ 98% de la vitesse de l'échappement, donc 2800 mètres par seconde. C'est obligatoire. Si on prend la preuve numéro 4 et qu'on prend la distance divisée par le temps, elle va à 40 mètres par seconde. Si on prend les données réelles et la situation à partir de la direction de la vitesse après, et aussi la ligne jusqu'à l'horizon, elle va à 1,50 m par seconde. Ces trois chiffres devraient être identiques. Et comme ils ne le sont pas, je crois qu'on pourrait en faire 3 preuves. Je me contente de dire que nous avons 2 preuves. Encore une fois, tous ces chiffres devraient être identiques et ne le sont pas. Et donc cela ne cadre pas avec la théorie des particules de glace. Et cela résume les preuves 3 et 4. Nous pouvons maintenant passer à la preuve numéro 5, et je suppose que nous pouvons l'appeler ainsi. J'ai parlé tout à l'heure de 4 preuves, et que ce qu'on appelle une preuve est parfois un peu arbitraire. Mais nous pouvons probablement en faire une preuve à part entière. Si nous disons, d'accord, le mètre 50 par seconde, ça ne marche pas. Et si nous prenions la distance à laquelle elle devrait être pour qu'on ait les 2800 mètres par seconde, et qu'on voit où devrait se trouver la particule de glace dans ce cas-là. C'est un calcul assez simple, et je l'ai fait. Allons au tableau, et je vais vous faire un schéma pour vous montrer comment cela fonctionne. Ça, ce serait la particule de glace. Permettez-moi de la mettre entre guillemets. La navette se trouverait alors là. Et ceci n'est en aucun cas à la bonne échelle. À cette échelle, la navette serait un point inimaginablement petit. Nous regardons d'en haut, au cas où vous ne pourriez pas le voir avec ça. En tout cas, au bout du compte, si nous plaçons la particule de glace là où elle devrait se trouver pour avoir une vitesse de 2800 mètres par seconde, cela fait un peu plus de 35 km. Et ce qu'il y a de pire, c'est qu'il est assez difficile d'imaginer comment on pourrait voir une particule de glace à cette distance, et encore moins comment elle a pu arriver là à partir de la navette. En tout cas, c'est là qu'il faudrait qu'elle soit pour avoir la bonne vitesse pour que ça fonctionne. Et le pire, souvenez-vous que nous savons dans quelle direction va l'objet après le flash, et cette direction c'est vers le haut, quelque chose comme ça. Et si on fait le tracé en sens inverse, on trouve que la fusée de correction d'attitude devrait se trouver ici, c'est-à-dire un peu moins de 24 km au-dessous de la navette. Donc, pour la pousser dans la bonne direction, si elle est là où elle doit être pour avoir la bonne vitesse, il faudrait que la fusée de correction d'attitude soit tout en bas, là. Je considère ça comme une 5e preuve. Là encore, rien ne colle.
En fait, je crois que nous devrions résumer toutes les preuves et voir comment tout ça s'organise. Donc, il se passe là quelque chose d'assez incroyable. Et une chose dont je n'ai pas encore parlé, parce que je me suis efforcé d'expliquer les choses en termes de particules de glace, c'est que, nous l'avons vu tout à l'heure dans la vidéo, en visionnant la cassette, il y a deux traînées qui traversent là. Comme par hasard, après que la particule principale s'éloigne en accélérant, il y a une traînée qui vient par là. Qu'est-ce que c'est? Et il y a une autre traînée qui vient là à droite, là où se trouvaient d'autres particules au moment où elles ont accéléré. Et le fait qu'il y ait eu deux flashs, un pré-flash et un flash, forme une sorte de coïncidence avec ces deux traînées. Et donc je ne dis pas vraiment ce qu'elles sont. Je n'ai aucune preuve indiquant ce qu'elles sont. Mais une interprétation possible est certainement que ce sont des missiles. C'est ce que certaines personnes ont dit. Mais peut-il s'agir vraiment de missiles, des missiles en dehors de l'atmosphère? Oui. Oui, certains ont suggéré que ce seraient des lasers. Ça ne peut pas être des lasers. Les lasers vont immédiatement d'un point à un autre. Donc on pourrait donner des interprétations intéressantes. Would a rocket appear like that, though? Well, it would have a contrail, I think. It could have a contrail. So that's probably what's being seen, not the rocket itself. Yeah, but the, that's right. Yeah. If that's the case. Sure, that's right. So there are interesting interpretations that you can have. So there's no other. Il n'y a pas d'autre explication possible pour les traînées? Vous savez, je ne peux pas affirmer cela de façon définitive. Savez-vous si les spécialistes de la NASA ont commenté ce point? Les 4 scientifiques qui ont visionné ce film et qui ont dit que les objets étaient des particules de glace n'ont pas fait de commentaires sur les traînées. À mon avis, c'est un oubli étrange. À ce stade, nous pouvons tous donner une interprétation. Moi, mon propos, c'est que je me suis attaché à prouver d'une manière ou d'une autre que ces objets sont ou ne sont pas des particules de glace. Et je suis à peu près convaincu que ce ne peut pas être des particules de glace. Et cela jette un beau pavé dans la mare. Qu'allez-vous faire maintenant que vous avez collecté toutes ces données et que vous possédez un matériel de présentation très riche? Eh bien, je vais intervenir lors d'autres conférences, avec peut-être un peu plus de diffusion dans la mesure où les conférences sont en partie subventionnées par le Fonds pour la recherche sur les ovnis. Et je dois faire un rapport final et ils le diffuseront aussi. Oui, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue dans tout ça. La NASA doit bien savoir quelque chose sur ces objets. Oui ou non? Ils doivent bien avoir une idée. Je voudrais clarifier. Nous ne faisons que spéculer, mais dans ce cadre-là, je vais spéculer si vous voulez. On pourrait penser qu'ils savent qu'il se passe quelque chose de bizarre. À moins qu'ils s'en fichent un peu. On ne peut pas réfléchir à la place des gens. Je suis sûr que certaines personnes regarderaient ça et diraient que ça doit être des particules de glace. Avez-vous été récemment en contact avec eux et connaissez-vous un peu ces scientifiques? J'ai passé l'été 1991 au Marshall Space Flight Center à étudier la surface du Soleil et ses composantes. Et les gens que j'ai rencontrés sont en général de bons scientifiques, des gens très intelligents. Ils rentrent chez eux le soir et ils regardent la télévision, je ne sais quoi, et pour la plupart, ils ne s'intéressent que de très loin aux ovnis. Le terme ovni n'a pas été prononcé de tout l'été où je suis resté là-bas. Donc je comprends aisément que des gens n'aient même pas envie de penser une seconde que ce puisse être des ovnis, et qu'ils disent, eh bien, des particules de glace, ça me va. Donc, si je comprends bien, pour vous, l'attitude de la NASA est plus proche de celle de l'opinion publique que de celle du gouvernement. Ce n'est pas comme s'ils étaient tous là à nous cacher les choses. Loin de là. Ils sont comme nous. Ils regardent et, si ça se trouve, ils se posent des questions aussi.
10. Go for main engine start. Set, T-minus 6, 5, 4. We have main engine start. 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Columbia on a life sciences mission for Earth and space. Houston's now controlling. 3 good engines at 100%. Altitude 115,000 feet, downrange distance 18 nautical miles. Altitude now 222,000 feet, downrange 48 nautical miles. T-minus 10 seconds. 9, 8, 7. Go for main engine start. 3 main engines up and burning. 3, 2, 1, 0, and liftoff of the Space Shuttle Discovery and the Upper Atmosphere Research Satellite, entering a new area studying the Earth's environment from space. Roger, roll, Discovery. Mission Control Houston now controlling the flight of Discovery. Well, what I'm going to tell you is... Eh bien, ce que je vais vous dire est le résultat de mon analyse en tant que physicien et scientifique et en tenant compte de toutes les données disponibles. En l'occurrence, j'ai commencé mes recherches en supposant qu'il s'agissait de particules de glace et en essayant de vérifier cette version, d'y apporter des preuves.
Mais avec tous les éléments que j'ai pu rassembler, je me suis aperçu qu'il s'agissait d'une position intenable. Partant de là, les solutions ne sont pas si nombreuses. Les météores ne changent pas de direction, pas plus que les débris ou que les satellites. Les objets sont clairement au-dessus de la zone d'ionisation. Ils bougent dans l'espace. Pour moi, il s'agit d'engins spatiaux. Il n'y a pas d'autre explication. Vous avez, je crois, analysé le film de la mission NASA STS-48. Oui, tout à fait. Pourquoi s'appelait-elle comme ça? Parce qu'il s'agissait de la 48e mission? Je ne suis pas vraiment tout à fait sûr. C'est peut-être la 48e mission, mais elles ne se suivent pas forcément dans l'ordre. Alors je trouve cela un peu déroutant, mais je suis sûr qu'il y a une bonne raison à ça. Sur ces images, on dirait des particules de glace qui ressemblent à des engins. Quote unquote. Yeah, that's right. Yeah, the anomalous objects, I guess we'll call. Est-ce qu'il s'agit d'engins contrôlés par une intelligence? Eh bien, ce que je vais vous dire est le résultat de mon analyse en tant que physicien et scientifique et en tenant compte de toutes les données disponibles. En l'occurrence, j'ai commencé mes recherches en supposant qu'il s'agissait de particules de glace et en essayant de vérifier cette version, d'y apporter des preuves. Mais avec tous les éléments que j'ai pu rassembler, je me suis aperçu qu'il s'agissait d'une position intenable. J'ai 4 preuves différentes qui sont pour moi concluantes, qui montrent que ces objets ne sont pas des particules de glace. Et donc je trouve assez dur de défendre cette position quand on va au fond du problème et qu'on analyse les choses scientifiquement et avec des calculs. Bien sûr qu'on peut parler d'un point de vue général et qualitatif de leur aspect. Et peut-être que ce sont des particules de glace. Et on a vu dans le passé des particules de glace et toutes sortes de choses. Mais quand on se met vraiment à aligner des chiffres, moi, je ne peux en aucun cas l'affirmer. Si j'étais un scientifique de la NASA et qu'on me confie cette tâche de prouver que ces objets sont des particules de glace, je serais obligé d'aller trouver mes supérieurs et je dirais « C'est absolument impossible, j'ai échoué, je ne peux pas le faire. » Et les éléments dont je dispose laissent fortement penser que cela ne peut pas être des particules de glace. Mais s'il ne s'agit pas de particules de glace, alors quelles sont vos conclusions? Ça ne laisse pas énormément de possibilités.